À la une ce soir, témoignage de 3 ex-détenus du centre pénitentiaire de Ducos. Ils se sont exprimés sur les conditions de détention au sein de la structure. Des réactions recueillies dans le cadre des journées nationales de la prison baptisées cette année les oubliés de la société. Toujours aucune réponse de Louis Boutrin sur la possibilité d'affecter un médiateur au sein du PNM. Sa décision était attendue aujourd'hui. Les grévistes ont réinstallé leur barrage devant le siège au plus grand désespoir des non-grévistes. Une stand innovation pour Max Mathiassin à l'Assemblée nationale. Le député guadeloupéen a interpellé le Premier ministre pour lui demander le positionnement de la France face à l'esclavage constaté en Libye. Et puis, notre invité politique de ce mardi soir est Bruno Nestor Azero. Le député est en course pour retrouver son ancien fauteuil de maire. Il nous parlera de ses projets pour la ville de Sainte-Marie, mais également de ses nouvelles ambitions. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Je vous rappelle que vous pouvez également suivre cette édition en direct sur Facebook. Aujourd'hui, deuxième jour des journées nationales des prisons. Plusieurs manifestations seront programmées pour sensibiliser le public sur les conditions de vie des détenus. Hasard du calendrier, elles ont lieu quelques jours après les tentatives de suicide qui ont secoué le centre pénitentiaire de Ducos. Nous avons recueilli le témoignage de 3 ex-détenus qui nous ont confié leurs anciennes conditions d'incarcération. Reportage de Guirafel René. Mathieu, Filet et Teddy, qui étaient encore incarcérés il y a 2 mois, cumulent à eux 3 13 ans et 3 mois de détention. Des peines de plusieurs années pour chacun dans le contexte souvent décrié de la prison de Ducos. Autant où j'étais là, j'ai vu que frère, un détenu, pour moi c'était un chien. J'ai fait 5 ans et demi de prison. Un soir, pour la première fois, j'ai appuyé sur le téléphone pour dire à un surveillant que ça ne va pas. Quand le surveillant me répond, il me dit on voit ça demain. Et j'avais mal au bassin, j'arrivais pas à respirer. Ok, j'étais au cachot parce que j'avais fait des conneries, tout ça. Je vois que j'arrive pas à respirer, je t'appelle à le téléphone, tu me dis on voit ça demain. Mais non frère, demain tu pouvais venir et puis j'étais mort, tu vois, j'étais souffrir, j'ai pas dormi. Pour se faire soigner, un exemple aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu demandes au surveillant est-ce que tu peux aller à l'infirmerie, ils vont te dire ouais qu'il faut écrire, il faut faire un bon. Une fois que tu fais le bon, il faut attendre au moins 3-4 jours, des fois une semaine, pourquoi? Pour avoir 2 Doliprane. Côté hygiène, on va pas dire qu'il y a de l'hygiène, après il n'y a pas d'hygiène à Ducos. Hein. S'il faut chemin de ta cellule, tu mets pas un truc pour que les rats ne rentrent pas, et bien le soir, les rats rentrent de ta cellule facilement, tu vois. Il y a un tas de maladies en prison, il y a des punaises, il y a des gales, il y a des cafards, des souris. Tu dors, il y a des souris qui passent près de ta tête. Non mais c'est vraiment une poubelle. Hein. Une fois que tu rentres en prison, tu n'es plus un humain. Tu es une bête sauvage. Pour moi, la cellule, c'est un cercueil. Ça veut dire que dès que tu es dans la cellule, pour moi, personnellement, quand j'étais dans ma cellule, c'était comme si j'étais dans mon cercueil, tu vois. Et puis chaque jour, je sortais, je me disais, putain, est-ce que je vais sortir vraiment de ce cercueil, tu vois? Parce que n'importe quel jour, tu peux mourir, tu vois. Des conditions de détention qui peuvent parfois avoir une emprise sur la santé mentale de certains détenus. Avec en plus un seul psychologue pour l'ensemble de la population carcérale, c'est la qualité de prise en charge qui est impactée. Pour pallier ce manque, Christiane, visiteur de prison comme une quinzaine d'autres bénévoles en Martinique, prête son oreille attentive aux détenus qui en ont besoin. Nous recevons la personne détenue au parloir avocat et nous échangeons, ça peut être une demi-heure, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 2 heures, ça dépend des besoins de la personne détenue. Certaines personnes ont eu des formations pour la prévention du suicide. Ce qui est sûr, c'est que, bon, moi je dis toujours, dès que vous voyez que la personne change d'attitude, c'est qu'il y a certainement un problème et il vaut mieux à ce moment-là faire un signalement. On fait un signalement à la personne qui est chargée du dossier de la personne détenue. Nous faisons un signalement et ensuite il y a tout un protocole pour la prise en charge de la fragilité de la personne. Le manque de moyens et la surpopulation dénoncée depuis plusieurs années par les syndicats de la prison ne favorisent pas des conditions de détention décentes. Aujourd'hui, cet établissement a besoin de détenus qui soient occupés, de détenus à qui on offre une nouvelle chose, des formations diplômantes. Si vous formez quelqu'un à être électricien, si vous formez quelqu'un à être maçon, si vous formez quelqu'un à être mécanicien, si vous formez quelqu'un à être carreleur, il a plus de chances de trouver un travail demain en sortant. Donc c'est pas ça aujourd'hui à Ducos, on ne forme pas à ça. Si vous mettez en place suffisamment de personnel qualifié, de médecins pour une meilleure prise en charge, demain vous avez des gens qui vont sortir peut-être moins fragilisés psychologiquement que ceux qui étaient en prison. Selon les représentants syndicaux au centre pénitentiaire de Ducos, 40% des détenus auraient des profils psychiatriques inadaptés à la prison.
Attention, un appel à disparition a été lancé par la gendarmerie de Martinique. Aude Jean-Alexis, âgé de 21 ans, a disparu mercredi 15 novembre dernier aux environs de 8 heures. Sa famille est sans nouvelles d'elle depuis son départ de son domicile au quartier Lao, à Rivière-Salée. Elle se rendait en transport en commun sur son lieu de travail à Hyper-Rue-La Galeria. Les différentes investigations entreprises n'ont pas permis de la localiser ou d'orienter les recherches. Aude Jean-Alexis, serait vêtue d'un chemisier blanc, manche 3/4 retroussé, d'un pantalon legging noir avec 2 fermetures au niveau des poches de chaque côté. Et elle porterait également des ballerines noires et un sac rose. Pour toute information, nous vous invitons à contacter la gendarmerie de Rivière-Salée au 05 96 68 79 48 ou de composer le 17. Au chapitre social, la situation du PNM semble se compliquer à nouveau. Si hier encore des améliorations se profilaient à l'horizon avec un premier entretien entre les grévistes et le président du PNM, la tension est à nouveau montée d'un cran. Les barrages qui avaient été enlevés ont été réinstallés. Quant au président, il ne s'est pas prononcé comme prévu aujourd'hui sur l'affectation d'un médiateur pour les prochaines discussions. Explication de Yohan Boulard. C'est un propre collègue qui m'a agressé d'une manière volontaire, qui m'a bousculé. Non seulement moi, il a bousculé, mais il a bousculé les autres collègues. Un échelon de plus gravi dans la crise du parc naturel de Martinique. Je ne sais pas si les collègues qui sont présents là, si vous êtes conscients de l'ampleur que cette grève implique aujourd'hui. Selon certains témoignages, ce matin, le parc a été le théâtre de violences entre personnel gréviste et non gréviste. Un collègue et moi-même, nous voulions rentrer absolument parce que nous avions une collègue qui est drépanocytaire, qui voulait uriner. Mon collègue s'est fait un peu molester par le t-shirt. Moi j'ai pu rentrer et lui aussi par la suite. On a secouru en quelque sorte notre collègue malade. Une version des faits contestée par les grévistes. Le collègue là, nous il était là et le moment venu, il était sorti tout naturellement. Maintenant, les autres collègues venus considérer qu'il y a un prétexte, nous avons fait un collègue, ça n'a pas de pièces. Et le collègue là était sorti normalement, même toutes les riverains qui ont circulé normalement. Une situation tendue. Certains craignent même le point de non-retour. Nous souhaitons nous en sortir au plus tôt parce que l'outil est en danger. Ce que les collègues oublient, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Nous pensons déjà à l'après-conflit. Comment allons-nous sortir de ce conflit? Comment allons-nous travailler avec nos collègues puisque nous sommes obligés de travailler avec eux après cette manifestation. C'est après le licenciement considéré comme abusif du directeur général qu'une vingtaine d'agents du PNM ont cessé le travail. Un événement qui aura servi de catalyseur pour mettre en lumière une souffrance. Autre point de revendication, la mise en place d'un outil permettant d'apaiser le climat devenu insoutenable. Et puis, et surtout, la gestion collégiale des ressources humaines. Que les décisions qui sont prises en ce sens, les recrutements, les arrêts de contrat, les licenciements, soient prises de façon collégiale avec le comité syndical. Monsieur Boutrin a attendu 40 jours de grève pour faire une ouverture. C'est un peu tard. Donc on ne pourra pas discuter, je reviens sur le terme de sérénité, on ne pourra pas discuter sereinement s'il n'y a pas une médiation. Une réponse devait être apportée par le président du parc aujourd'hui quant à la négociation par médiation, après une première rencontre qui a tourné court hier. En fin d'après-midi, le président du parc n'avait toujours pas communiqué sa décision. Une grève qui s'enlise, une autre qui commence. Les agents du Collège du Diamant ont entamé aujourd'hui une mobilisation illimitée. Après avoir exercé leur droit de retrait hier, ils dénoncent des conditions de travail exécrables. Les pratiques arbitraires du chef d'établissement sont pointées du doigt. Une délégation de la CTM devrait se rendre sur place demain. Voyez les précisions recueillies par Yohan Boulard. Les différents points de revendication sont les emplois du temps, qui ne sont pas faits avec concertation, les jours de permanence, c'est-à-dire les jours hors présence élève, les travaux hors présence élève, qui ne sont pas faits avec concertation, et des jours donnés par la CTM, qui sont refusés par la principale. Ici, au Diamant, on a découvert, quand on est arrivé, une situation assez exceptionnelle, c'est-à-dire un chef d'établissement d'une rigidité incontestée qui met la pression, quitte à bafouer les textes des fois, mettre les agents en danger.
Et c'est une situation vraiment insupportable. Donc nous avons décidé effectivement de durcir le mouvement afin que la CTM puisse intervenir, mettre un peu d'ordre dans le collège, protéger son personnel et voir si au niveau du rectorat le nécessaire peut être fait. Une autre réunion est prévue dans l'établissement demain matin 9h, afin de voir si on trouve vraiment des solutions qui puissent régler le problème et nous permettre aussi de savoir si on continue le mouvement ou pas. En bref, l'AMEP a été placée en redressement judiciaire. La décision du tribunal mixte de commerce a été rendue cet après-midi. Soumise à de grosses difficultés financières, l'administration devra prendre des mesures de gestion drastiques pour redresser la barre. Le tribunal a fixé une période d'observation de 6 mois avant de réexaminer le dossier. Les magistrats du tribunal administratif de Fort-de-France se sont penchés une nouvelle fois ce matin sur l'affaire qui oppose la société Cofic à la ville du Diamant. La décision du maintien ou non de l'arrêté préfectoral demandant à la mairie du Diamant d'indemniser la société Cofic à hauteur d'1 200 000 € a été reportée à une date ultérieure. Voyez les précisions de l'avocat de la ville du Diamant. Il s'exprime face à la caméra de Guéra Felroni. Comme cela est normal devant le tribunal administratif, il y a un magistrat qui s'appelle le rapporteur public qui est chargé de proposer au tribunal une solution au litige qui est proclamé. Le rapporteur public là, a proposé au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet en retenant les arguments de la ville et en estimant que, comme des procédures étaient en cours devant la Cour d'appel de Fort-de-France, l'arrêté du préfet était illégal et donc a demandé au tribunal d'annuler purement et simplement cet arrêté. Maintenant, nous attendons la décision du tribunal qui est libre de son choix, qui peut suivre cette solution comme ne pas la suivre. J'en fais confiance à la justice. Je sais que de notre côté, les apports d'éléments sont de plus en plus nombreux et de plus en plus probants. Il y a la justice. Mais j'avais parlé, moi, en tant que contribuable du Diamant, en tant qu'employé du Diamant, je sais une chose, c'est que les communes, on ne va pas revenir dessus, le congrès des maires, d'ailleurs, en ce moment en train de le faire, sont souvent très endettés pour des raisons diverses et notamment des baisses de dotation. Donc il va sans dire que la commune du Diamant, en plus des problèmes basiques des communes françaises, avec ce procès-là, risque de devenir une ville morte, une ville qui ne peut pas recruter, une ville qui ne peut pas remplacer ses retraités, une ville qui ne peut pas investir, une ville qui sera endettée pour de nombreuses années, ça veut dire pas seulement pour nous mais pour nos enfants. Enfin, une ville totalement sinistrée. Personnellement, et j'appelle le comité et mes compatriotes du Diamant et du Sud, etc., de rester vigilants jusqu'à le verdict final, jusqu'à la finalité des choses. Mais c'est vrai que je pars de plus en plus confiante dans le combat. Au chapitre politique, le Palais Bourbon a été aujourd'hui la scène d'un rare moment de communion et d'échange entre les députés. Alors que tous les groupes parlementaires ont demandé à l'exécutif de réagir face à la situation de migrants en Libye en proie à l'esclavage, la prise de parole très personnelle de Max Mathiassin, élu de Guadeloupe, a créé l'émoi dans l'hémicycle. Reportage de notre correspondante Afari Tyrolien et Éric Dupuis. Ce sont sous les applaudissements de ses pairs que Max Mathiassin finit son intervention sur l'esclavage pratiqué en Libye. Une intervention riche en émotions sur une question qui touche particulièrement le député guadeloupéen. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Moi, je fais partie de ces hommes et ces femmes qui ont connu également ce que j'appelle la liberté, parce que j'ai connu mes ancêtres qui étaient esclaves. Enfin, mes ancêtres ont été esclaves, ont connu la liberté. Et moi, je crois en cette République, je crois en la France des libertés, en ceux qui se sont battus comme pour cela, mais aussi en la France qui a été exemplaire dans bien des cas. Au total, 4 députés se sont exprimés sur la situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye. Tous ont exigé une intervention rapide de l'État français qui a une part de responsabilité à assumer. Il faut que l'Europe accepte le principe d'accueil des migrants. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas ce dispositif en fonctionnement, puisque les accords qui sont passés par l'Europe avec certains pays qui peuvent servir de sas de l'accueil des migrants pour éviter que ces migrants viennent en Europe, c'est-à-dire la Libye, alors, eh bien, ça s'est retourné contre tout le monde. Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, a rappelé que la France et l'Union européenne combattent activement les passeurs en Méditerranée via la mission Sophia. Pour l'heure, aucune décision officielle n'a été annoncée par l'État. Cependant, une enquête a été ouverte afin que de tels agissements ne restent pas impunis.
Il est candidat en lice pour la mairie de Sainte-Marie. Il a été maire pendant 9 ans avant de devoir laisser son fauteuil pour respecter la loi du non-cumul des mandats. Bruno Nestorazero est notre invité politique de ce mardi soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Doré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Je voudrais, si vous le permettez, avant tout témoigner ma solidarité à l'endroit des agents du Parc naturel et régional de la Martinique. Je crois que ce conflit a trop duré. Il faut absolument qu'on trouve une issue. Et puis également, j'ai une pensée pour les ouvriers de l'usine du Galion, la seule usine sucrière que nous détenons. Donc je pense que là aussi, il va absolument falloir que nous trouvions des solutions. Très bien, merci à vous. Donc on reviendra sur ces deux éléments dans un instant. Juste pour rebondir sur le reportage qu'on vient de voir, vous avez déjà abandonné votre fauteuil de député. Pourquoi vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale? Alors, comme vous le savez, Madame Doré, je suis en campagne depuis un certain temps, depuis un certain nombre de jours, puisque le premier tour des municipales à Sainte-Marie, c'est dimanche, donc il faut être sur le terrain, il faut être là où ça se passe, pour essayer de fédérer le plus grand nombre autour de vos idées, autour de vous, de votre projet. Donc, ce qui fait que je n'ai pas pu être à l'Assemblée nationale. Cependant, je suis très solidaire sur cette question des migrants, puisque je crois que c'est une question essentielle. Et effectivement, mon groupe parlementaire, le GDA, a pris position. Et je crois que nous sommes, comme un seul homme, comme une seule femme, derrière cette question des migrants. Il faut absolument que le gouvernement français prenne des dispositions. Et vous continuez à suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Mais bien évidemment. Je suis un Français, je suis un Martiniquais. Donc ce qui se passe, en tout cas dans mon pays, au sein de mon pays, m'intéresse. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous pendant cette campagne municipale, justement? Surprise, une campagne surprise? Alors, non, je suis plutôt zen, même si je ne m'attendais pas à ce que je mène campagne en 2017, puisque c'était plus prévu, en tout cas les prévisions me donnaient plus 2020. Cependant, vous savez, hein, donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc j'ai l'habitude de mener campagne, puisque par 2 fois j'ai été élu conseiller général de Sainte-Marie, par 2 fois maire de Sainte-Marie, par 2 fois député de la circonscription, donc j'ai l'habitude de mener campagne. Et puis vous avez donc c'est une campagne cette de année plus. encore. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, la semaine dernière, sur ce même plateau, Jean-François Covert disait que vous aviez orchestré tout ce remue-ménage. On regarde un extrait de ce qu'il disait, et puis vous allez y répondre après. Depuis le mois de juin, Azéo a été réélu député. Nous sommes déjà pratiquement à la mi-juillet, même plus que la mi-juillet, plus d'un mois. Tous les matins, il arrive à 7h15, il occupe le bureau du maire. Donc, les 2 personnes les plus sages, on va dire les sages de l'équipe municipale, que sont la collègue Mme Dizer et Mme Cypria, qui sont les plus âgées, ont été voir le député pour lui dire mais que ton omniprésence à la mairie, j'aime tout le monde, puisque on ne sait pas qui est le maire, c'est le bureau du maire. Le maire officiel est dans un tout petit bureau à côté. Il pensait avoir mis un sous-fif qui lui gardait une place au chaud, d'accord? Il partait jusqu'en 2020. Ça lui permettait de prendre sa retraite totale de député. Il revient en 2020, excusez-moi. Il reprend la mairie de Sainte-Marie. Et comme il avait été préconventionné en 2014 que Sainte-Marie porterait la 2e mandature de Cap-Nord, simplement il est à Cap-Nord. Et ça lui permet, donc cette Marie lui permettait de servir de tremplin pour mettre en place son petit royaume avec ses associés qui sont grassement payés à ne rien faire. Alors, pour reprendre les propos de Jean-François Covert, est-ce que vous pensiez avoir mis un sous-fifre dans le fauteuil de maire et que vous ne vouliez pas finalement l'abandonner tant que ça? Vous savez, Madame Doré, j'ai beaucoup de respect pour la personne humaine. Rappelez tout simplement que René Vaténard a été mon élu depuis 2008. Nous avons fait chemin ensemble pour l'amélioration de la cité samaritaine. Et vous me connaissez, donc je n'ai pas pour habitude de sous-estimer les personnes. J'ai beaucoup de respect à l'endroit de la personne humaine. Je n'ai jamais considéré René Vaténard comme étant un sous-fifre. Pas du tout. Ça a été un élu de la ville de Sainte-Marie. Donc à ce titre-là, je lui dois beaucoup de respect. Maintenant, à travers le reportage que je viens de voir, parce que je n'ai pas eu le temps de le voir le jour de... Oui, vous étiez en campagne, J'étais en campagne. Donc, je suis quand même étonné par les propos de M. Jean-François Covert. Très étonné, puisque quand j'ai été élu député de la circonscription du Grand Nord, et que M. Vaténard a été élu maire de la ville de Sainte-Marie, 2 ou 3 jours après, je ne mettais pratiquement plus les pieds en mairie. Cependant, il a raison. Quand j'ai été maire de Sainte-Marie, j'arrivais très tôt en mairie, puisque j'étais maire et député. Vous savez, nous subissons le décalage horaire. Non, mais là, ce qu'il dénonce, c'est après l'élection de René Vaténard. Je lui dis mensonge. Et vous, Madame Doré, vous êtes journaliste, à TDF, fait un travail considérable et formidable d'information
aux droits de nos populations, vous pouvez très bien faire un micro-trottoir à Sainte-Marie, demander aux agents de la ville si effectivement j'étais présent, comme le prétend M. Jean-François Gauvert. Je pense que tout cela, c'est une affaire qui a été bien orchestrée. Je n'ai pas envie de rentrer dans des cancans. Je pense que ce qui intéresse avant tout les Samaritains et les Samaritaines, c'est de savoir qu'est-ce que nous proposons pour la ville de Sainte-Marie, son devenir, les projets et tout cela. Mais la situation actuelle, est-ce qu'elle vous désole ou finalement ça vous arrange? Vous savez, j'ai été très désolé puisque j'ai eu l'occasion de le dire. Par contre, celle par qui le scandale est arrivé, Mme Bizet, vous avez bien entendu sur les médias, elle a dit quand c'est arrivé, ces choses-là sont arrivées, j'ai hurlé de joie. Donc ça veut dire qu'il y en a de ceux qui ont rigolé de cette situation-là, qui ont été provoqués par ces personnes-là, et puis d'autres qui, comme moi, ont été peinés. Vous savez, j'ai été 9 ans, pendant 9 ans, maire de Sainte-Marie. Sainte-Marie était une ville tranquille, c'était une ville paisible, une ville au travail. Donc, bien évidemment, je suis désolé, déçu par ce qui s'est passé là. Et c'est bien pour cela, Madame Doré, Sainte-Marie m'a tout donné par 2 fois conseiller général, par 2 fois maire de Sainte-Marie, par 2 fois député. Donc, je lui dois tout. Donc, je veux reprendre du service en tant que maire de Sainte-Marie pour continuer le travail que nous avons commencé depuis 2014, c'est-à-dire aménager le territoire en le développant. Mais finalement, quels sont vos rapports avec les anciens membres de votre liste qui se présentent face à vous? Ce sont des concurrents. Je pense que ce qui est intéressant, c'est une élection. Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, c'est ça? Je considère que ce sont des gens qui peut-être aiment Sainte-Marie comme moi-même, qui proposent. Et c'est aux populations de décider. C'est elle, la population, qui détient le mandat et qui va la donner à qui elle voudra. Cependant, ce que j'ai tout simplement envie de dire, vous savez, en politique, c'est comme ça. Moi, ce qui s'est passé à Sainte-Marie, c'est passé dans d'autres communes. Hier, peut-être au Diamant, avant-hier, peut-être à Basse-Pointe, à Saint-Pierre. Bref, j'ai l'impression qu'il y a une fixation sur Sainte-Marie, mais ce qui se passe à Sainte-Marie a eu l'occasion de se passer dans d'autres, ça s'est passé dans d'autres collectivités. Alors, quels sont vos projets si votre liste est élue ce dimanche? Est-ce que vous serez maire, vous resterez tête de liste? Je serai maire à temps plein. Et ma remplaçante, Manuela Mondésir-Kéclar, sera députée de la circonscription. Donc, elle aura un mandat à temps plein, comme moi-même, je serai maire de Sainte-Marie et un mandat à temps plein. Et alors, ça ne vous pose pas de problème d'abandonner le poste de député pour lequel vous vous êtes battu il y a à peine quelques mois? Vous savez, la mission politique, elle est diverse. Je crois que si les choses se passaient bien à Sainte-Marie, je ne serais pas revenu au municipal. Donc parce vous venez sauver Sainte-Marie un peu, c'est ça? Je viens reprendre du service à Sainte-Marie. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, ce sont les populations qui vont décider. Maintenant, je crois que nous avons commencé un travail considérable sur Sainte-Marie, rendant ce territoire attractif, ce territoire vraiment qui donne envie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous voulons continuer à faire? C'est, je disais, aménager ce territoire pour le développer. Donc, lancer le stade de Sainte-Marie, c'est quand même 7,8 millions d'euros. Donc, ce qui va permettre au BTP de trouver un certain souffle, permettant ainsi la création d'emplois directs et indirects, continuer le programme de logement social que nous avons initié depuis bien longtemps, 650 logements sociaux sur le territoire de la ville de Sainte-Marie, aménager les quartiers, les places et tout ça. Les 2 tiers de votre ancienne liste qui ont démissionné et qui finalement vous soutiennent un peu, c'est ce qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle ne pouvait pas, enfin, est-ce que parmi eux, il n'y avait personne qui pouvait tenter le poste de maire, finalement? Vous savez, est-ce que Sainte-Marie, c'est uniquement Bruno Nestor Azéro? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pense que, est-ce qu'on peut dire que la CTM, c'est uniquement Marie-Jeanne? Est-ce qu'on peut dire que le Parti progressiste martiniquais, c'est uniquement le Tchimi? Non, il y a des leaders qui portent peut-être une certaine dimension des choses, et je pense que je fais partie de ceux-là. Maintenant, ce serait trop prétentieux de ma part que de dire qu'il n'y a qu'Azéro à Sainte-Marie qui soit en capacité de faire. Je pense que ce qui est important, est-ce qu'avec Azéro, c'est la question qu'il faudrait peut-être se poser, et que je pose aux Samaritains qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'avec Azéro, la ville a évolué? Je pense que c'est peut-être oui, Madame Doré. Regardez cette belle place que nous avons, la place Clarissa Jean-Philippe, qui fait le bonheur des Martiniquais, le bonheur du Nord. C'est une réalisation de Bruno Nestor Azéro et de son équipe. Regardez par exemple le stade Louis Hercel, je l'ai dit précédemment, qui est en chantier, qui va générer de l'emploi et qui mettra en place une structure sportive, pas seulement pour Sainte-Marie, pour le Nord. Donc j'ai envie de porter tout ça. Regardez le tombolo, ils sont îlés à Sainte-Marie. Regardez les quartiers qui retrouvent une certaine vie. Donc ça veut dire que tout cela, Madame Doré, j'ai envie de faire tout cela. Vous savez, là au député, c'est sûr que c'est les ordres de la République, c'est le palais Bourbon, c'est classe à faire tout ça. Ok, mais là au mot, à dans ce cas, il n'y a pas même pas les deux. Par contre, quand vous réalisez une ville, eh bien, quand je vais partir, on
continuera à parler de Bruno Nestor Azero. Et c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce pour lequel j'ai envie de donner toute mon énergie, toute ma détermination et tout mon amour. J'aime cette Marie, Madame Doré, ce n'est pas de ma faute, j'aime cette commune-là. Alors, en début d'interview, vous avez parlé spontanément du PNM, du dossier du Galion. Ce sont des dossiers qui intéressent la CTM. Alors, quelles sont vos ambitions juste après avoir été élu maire, si vous l'êtes? Est-ce que vous avez l'intention peut-être de réactiver le G20, de briguer la CTM avec Jean-Philippe Ninor? Quelles sont vos ambitions? C'est exactement ça. Exactement ça, d'accord. C'est exactement ça, Madame Doré. Nous allons réactiver ce groupe de réflexion. Bon, à l'époque, on l'a dénommé, ou on l'a baptisé G20. Ce n'est pas de notre faute, je crois que c'est un journaliste qui l'a fait. Maintenant, eu égard la situation dramatique dans laquelle est le pays, à cause de la CTM, je pense qu'absolument qu'il faut qu'on fasse tout pour essayer de sortir ce pays dans ce marasme. Tous les indicateurs sont au rouge. Et ça sera avec votre ami Jean-Philippe Ninor? Ce sera avec Jean-Philippe Ninor, sûrement, ce sera avec Aidé Marcelin. Mais lui, il en dit quoi? Je crois qu'il revient de l'Assemblée nationale mercredi. Il sera sûrement à cette Marie jeudi, vendredi. Donc vous aurez sûrement l'occasion de l'interroger. Mais il est évident que... Mais vous en avez discuté déjà, j'imagine. Bien évidemment, depuis bien longtemps qu'on discute déjà, depuis bien longtemps. Je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence collective dans ce pays-là qu'il faille mettre en commun pour que nous puissions porter un vrai projet pour sauver ce pays martiniquais. Il est d'accord avec vous sur ce constat pour la CTM? Mais je pense, en tout cas, moi, je ne peux pas, je ne suis pas son porte-parole, mais je pense que nous sommes suffisamment d'accord sur pas mal de points. Je crois qu'aujourd'hui, au regard de l'État, Madame Doré, du TCSP, qui ne peut pas démarrer. Le transport urbain sur cette marée, on en a besoin, c'est une compétence de la CTM. Le parc naturel régional, vous en avez parlé. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des agents de la CTM qui n'ont rien à faire, qui sont là à longueur de journée et qui ne peuvent rien faire parce que l'organigramme n'a pas été validé par M. Marie-Jeanne. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. Mon très cher ami Harry Chalus, qui a été député sur le même banc que moi et qui aujourd'hui est président de la région. Regardez comment la Martinique, comment la Guadeloupe va vite, qui m'en est ni ballant, comment Harry Chalus s'investit pour son pays, pour son territoire guadeloupéen, comment il le défend. Regardez les Réunionnais. Merci. Mais quand même, il faudrait qu'on prenne des exemples et qu'on se dise, mais qu'est-ce que nous voulons pour la Martinique? Donc j'ai envie de proposer avec d'autres quelque chose pour cette Martinique-là. Merci à vous, Bruno Nestor Azero, candidat à la mairie de Sainte-Marie et futur candidat à la CTM. Et surtout futur maire de Sainte-Marie. Merci à vous. À suivre dans un instant, nous irons en Guadeloupe où la chercheuse à l'origine de l'identification du virus du sida est en visite. Elle a animé ce matin une masterclass face aux étudiants de l'Université des Antilles. La série Guyane prépare sa saison 2. Les tournages ont repris depuis une semaine sur le territoire avec la moitié de l'équipe recrutée sur place. Et puis Hubert Bornil nous parlera du projet du développement de la chatterie de Carrère pour accueillir plus de chats errants qui prolifèrent en ce moment en Martinique. Je vous le disais, partons tout de suite en Guadeloupe où la chercheuse qui a permis d'identifier le virus du sida en 1983 est en visite actuellement. Elle a animé aujourd'hui une masterclass biologie avec les étudiants de l'Université des Antilles, de quoi susciter peut-être de nouvelles vocations. Voyez ce reportage de Linda Gersi. Dans cet amphithéâtre, une masterclass exceptionnelle. En tête d'affiche, le prix Nobel de médecine 2008, Françoise Barré-Sinoussi. En 1983, elle obtient le prix Nobel pour sa contribution à la découverte du virus VIH à l'origine du sida. L'objectif pour moi, c'est un petit peu de leur raconter, je dirais, mon histoire à travers ce combat pour la vie finalement, un combat pour permettre aux patients d'être infectés par le VIH, de vivre avec le VIH. Et c'est un peu cette histoire que je vais leur raconter en espérant que ça leur donne des envies pour devenir chercheurs, travailler sur d'autres pathologies durant leur carrière dans le futur. Un honneur pour ces étudiants de classe préparatoire en biologie de rencontrer l'éminente chercheuse française en virologie de l'Institut Pasteur. Démonstration de l'intérêt de la culture scientifique, mais surtout de son importance dans le monde actuel. Vous savez, moi je dis toujours que les laboratoires de recherche qui n'ont pas de jeunes chercheurs sont des laboratoires qui meurent. Le jeune chercheur est là, il arrive, je dirais, avec beaucoup de connaissances qu'il a appris sur les bancs de l'université, mais aussi beaucoup de naïveté quelque part. Et cette naïveté aboutit à des nouveaux concepts, des nouvelles idées que les chercheurs beaucoup plus seniors ne pensent parfois plus
parce qu'ils sont là dans leur sujet de recherche pendant des années et ils ne voient plus certaines questions qui pourtant sont majeures. L'intervention du prix Nobel à l'Université des Antilles, symbole d'un nouvel espoir scientifique d'un monde sans sida. La Guadeloupe et la Guyane sont les 2 territoires de France les plus touchés par le VIH. La série Guyane prépare actuellement sa 2e saison. Les tournages ont repris depuis une semaine. Plus de la moitié de l'équipe de tournage a été recrutée sur place. Pierre Tréfou vous emmène dans les coulisses de tournage. Regarde. Ce matin, sur la place des Palmistes, la 6e journée de tournage de la saison 2 de la série Guyane a débuté. Et action! Si quelques nuages ont fait leur apparition en fin de matinée, le tournage a pu se dérouler sans encombre. La production doit s'étaler sur 6 mois pour sortir 8 épisodes de 52 minutes. Pour la première fois, la série télévisée est produite en partenariat avec une société de production guyanaise, Tic Tac Prod. C'est vrai que c'est un challenge pour nous, c'est aussi plus de confiance qu'il nous a accordé, d'une manière générale plus de confiance aussi à tous les partenaires locaux. Donc c'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit, voilà, c'est une 2e saison, on espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est vraiment un projet qui s'inscrit sur la durée, qui permet à tout le monde de prendre de l'expérience aussi, des compétences. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour ça. Ouais. La Guyane et les Guyanais sont sollicités dans le sens où on a de la figuration, on a des acteurs, on a des silhouettes, on a des techniciens, on a des fournisseurs. Donc c'est vrai qu'un tournage rapporte beaucoup au territoire en termes d'image parce qu'on parle de nous, c'est une série qui s'appelle Guyane. Donc déjà ça fait de la promotion. On a des superbes décors bien sûr et puis voilà, on parle de notre département et on a besoin que tout le monde nous aide d'une certaine manière et y participe. Voilà, on a besoin de ça. Ouais. Les aventures de Vincent, étudiant en ingénierie, et de son maître de stage Merlot reprennent. Plongée dans les tumultes de l'orpaillage illégal, la série traite de thèmes importants pour la région. Le projet est plutôt bien accueilli par tous les interlocuteurs qu'on rencontre parce que voilà, c'est une série d'aventures, c'est une fiction, donc c'est sûr que c'est pas un documentaire, on n'est pas là pour traiter de la réalité complètement, il y a un aspect fantasmé. Après, voilà, il y a des séries qui s'appellent Miami Vice où on parle de crime dans chaque épisode et pour autant, ça ne donne pas forcément une mauvaise image de Miami. Après, je pense que le spectateur, il a aussi voilà, un recul par rapport à ce qui est dit. Et puis après, bon voilà, mine de rien, c'est quand même une part de la Guyane, c'est vrai qu'on ne veut pas mettre en avant, mais qui existe aussi, quoi. On sait qu'il y a des problèmes d'orpaillage illégal en Guyane, il y a des choses qui se passent en forêt, il suffit de voir des actualités, donc bon voilà, c'est aussi une réalité, quoi. Après, en tout cas, l'accueil il est bon parce que voilà, on fait aussi parler de notre territoire et ça c'est important parce que voilà, on le reconnaît et puis ça commence comme ça et après des projets il y en aura encore plein d'autres donc je pense que voilà, il faut aussi passer par là, quoi. La diffusion de la série Guyane est prévue pour fin 2018, mais en attendant, si comme cet oiseau vous voulez participer au tournage de la série, vous pouvez toujours envoyer une photo à l'adresse suivante, lecasting.guyane@gmail.com. Allez, on revient en Martinique, c'est le moment de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans vos quartiers. Place à notre JT Déco. Et nous commençons avec cette triste nouvelle. La commune de Bellefontaine est en deuil. Michel Mourcialon, 3e adjoint du maire, est décédé ce samedi. Il faisait partie du conseil municipal depuis 2008 sur la liste de Félix Ismin. Ses obsèques sont prévues ce jeudi à l'église de Bellefontaine. Vous l'avez sans doute constaté, les chats errants prolifèrent en Martinique. Une problématique prise très au sérieux par le pôle animalier qui lance un appel au financement participatif. Objectif, financer le développement de la chatterie de Carrère. Reportage du Berbornil et Michelet François. Je vous présente Pollux. C'est le nouvel ami que je me suis décoté à la SPA. La SPA qui accueille quelques chats en ce moment. Alors c'est vrai qu'il y a les chiens, mais aujourd'hui, il faut nécessairement que l'établissement dispose d'une partie chatterie. Alors là, on fait appel aux généreux donateurs. Baillon anti-force pour yopé, mettez ces chats là bien. La prolifération de chats, un phénomène préoccupant pour les responsables du pôle animalier. C'est un travail difficile. Non, c'est juste une question d'amour. Dès qu'on les aime, tout va bien. Après, c'est l'habitude. Ils sont déjà habitués, ils nous connaissent déjà. Pas de problème. Parfois, ils sont malades aussi. Oui, parfois, ils sont malades. Ouais. Ça arrive souvent.
Comme si monsieur, tout le monde qui apporte, enfin, le chat traîne dans la rue comme ça, il attrape des maladies. Quand il arrive ici, on voit tout de suite s'il est malade ou pas. De nombreux chats sont conduits dans la structure, mais ce n'est pas toujours le cas. Il en reste encore énormément à vivre à l'état sauvage et les dégâts causés par ces petits animaux de compagnie sont nombreux. Ici, l'on recense environ une adoption par jour. Ce couple est venu voir s'il peut repartir avec un petit chat. On regarde juste pour le moment, et puis on prend des renseignements, et puis après on verra. Voilà. Est-ce que tu sais déjà quel genre de chat tu veux? Est-ce que tu as une idée précise? Dans cette couleur-là, ça serait bien. Pour les mettre à l'adoption, il faut que ce soit des animaux de 9 semaines. Avant, on ne peut pas. Identifier, et ils sont mis à l'adoption donc en 9 semaines. En ce moment, il y a à peine une vingtaine de chats en hébergement dans la structure, mais il arrive qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Le nombre de chats déposés par des gens qui ne souhaitent plus garder leur animal a considérablement augmenté ces dernières années. Et aujourd'hui, il faut que nous adaptions notre refuge à cette nouvelle donne. La SPA espère sensibiliser la population et du coup lance un appel aux dons pour pouvoir construire un espace de meilleure qualité pour les chats. Les personnes qui veulent bien nous aider peuvent aller sur notre site internet spamartinique.fr ou notre page Facebook et ils ont accès directement à une plateforme qui collecte des financements participatifs. Et ils reçoivent tout de suite une attestation fiscale, comme ça c'est déduit des impôts. C'est très simple. En tout cas, on espère que cet appel sera entendu. Allez, on va laisser Jimmy au travail. C'est beaucoup de travail, vous le voyez. Et tout ce qu'on peut dire, essayez de choyer vos animaux, pas abandonner ces animaux-là. Et puis surtout, là, pour la construction de la chatterie, on a besoin de vos dons. Parlons maintenant de ce parfum de Noël de plus en plus présent à l'approche du mois de décembre. Les groseilles pays ont fait leur apparition sur les étals des marchés, séchées en sirop ou en jus. La plante de la famille des hibiscus est la star des fêtes de fin d'année. Voyez les précisions d'une marchande qui en vend au marché couvert de Fort-de-France. Elle s'exprime face à la caméra de Michelet François. Les premières groseilles sont sorties, alors je commence à les vendre. C'est une tradition, puisque à chaque fin d'année, les anciens faisaient le sirop pour qu'on puisse prendre le petit punch de fin d'année. À la Noël, on met les bouteilles sur la table, le rhum, le sirop. Ça se passe très bien. Il y a beaucoup de monde qui achète, qui fait le sirop, qui fait tout ça. Parce que la groseille, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. On fait le jus, le thé. Alors c'est très bon pour la santé, c'est un antioxydant et quand on est anémié, on peut boire le jus de groseille. Et quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut congeler la groseille. Et à chaque fois, on prend un petit calice de groseille pour faire le thé ou bien le jus et c'est très bon pour la santé. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont à prévoir demain aux prêcheurs de 7h30 à 15h. Sont concernés Le Bourg, les quartiers La Charmeuse, Pointe-la-Mare, Boisville, Abîme, Mantes-Folie, Fourachot, Grand-Case, Anse-Belleville, Préville et lieu-dit habitation en Céron. Des coupures d'eau sont également à prévoir demain à Fort-de-France cette fois-ci. Elles se feront sur 2 créneaux. Le premier de 8h30 à 15h dans les quartiers Croix de Bellevue, Texaco, rue Martin Luther King, boulevard Atuli. Et le second de 8h à 16h dans les quartiers Clairières, Cluny, Plateau-Roi, Fontlada et Tartançon. Enfin, dernière information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang. Demain, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Et puis, comme chaque jour au moins, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani dans un instant en Tchèque. À tout de suite.